Ce qui s'est passé hier, c'est lié à cette opération Liberté annoncée par Donald Trump et à sa tentative de faire quelque chose dans le détroit d'Ormuz. Et voici ce que Pete Hegseth a dit en décrivant ce qui s'est passé, du moins une partie de ce qui s'est passé. Des navires commerciaux, accompagnés de destroyers américains, ont déjà traversé le détroit en toute sécurité, prouvant que la voie est dégagée. Nous savons que les Iraniens sont embarrassés par ce fait. Ils avaient affirmé contrôler le détroit. Ce n'est pas le cas. Les navires américains ont ouvert la route, civile et militaire, en prenant les premiers risques, comme les Américains le font toujours. Et en ce moment même, des centaines d'autres navires, venus de pays du monde entier, se préparent à leur tour à traverser. Which way? In or out? Oui, mais dans quel sens? Entrer ou sortir? Je veux dire, il y a environ 2000 personnes qui attendent pour entrer. Donc je me demande de quel sens il parle exactement. Et je suis aussi curieux, Nima, parce que je suis déjà passé par là. On a déjà fait ça. Comme je l'ai souvent dit, on l'a fait à la fin de la guerre Iran-Irak, à une époque où l'Iran avait beaucoup moins de capacités qu'aujourd'hui et où nous, on en avait beaucoup plus qu'à présent. Et même à ce moment-là, en 1988-89, c'était déjà extrêmement difficile à faire. Et la raison, c'est la géographie, la taille des passages, la densité de l'eau. Vous savez, je pourrais citer toutes sortes de caractéristiques maritimes qui rendent les opérations là-bas extrêmement difficiles. Mais c'est une situation où, par exemple, à l'époque, on avait probablement 3 fois plus de navires, peut-être même davantage. Si je retournais vérifier, je verrais sans doute qu'on en avait encore plus que ça. Et en plus, nos navires étaient mieux adaptés aux missions d'escorte. Ceux qu'on a là-bas aujourd'hui, comme par exemple le Canberra dont j'ai entendu parler, c'est un LCS. En gros, c'est un navire de lutte contre les mines, reconverti à partir de ce qui était à l'origine un projet raté, un navire censé combattre près des côtes. Donc, ce n'est pas vraiment un navire qu'on veut pour faire une escorte, sauf si le but, c'est d'aller devant, derrière ou au milieu pour déminer. Ce navire-là, on ne l'attend pas comme escorte, on l'attend comme chasseur de mines. Alors, je ne vois pas trop de quoi on parle. On n'a tout simplement pas assez de navires pour faire ce que Hegseth laissait entendre dans l'extrait que vous avez passé quand il disait qu'on était prêt à escorter des gens. Il y a environ 2000 navires qui montent vers le nord. Combien vont dans l'autre sens, vers le sud? Je ne sais pas, mais je parie que c'est un bon nombre. Alors, comment on va faire pour escorter tous ces navires et garantir leur sécurité? Comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il y ait, disons, un cordon sanitaire autour de cet axe de déplacement? Et je dirais même qu'il faudrait presque le faire par groupe de 6 ou 7 navires, un peu comme un convoi, pour que ce soit vraiment efficace. Et il en faudrait au moins 30 ou 40. Bon sang, c'est à peu près tout ce qu'on a, y compris les porte-avions. Alors comment ils comptent faire ça? Franchement, ça me paraît... Je ne sais pas si vous avez lu cet article dans The Atlantic il y a quelques jours. En tout cas, moi, c'est à ce moment-là que je l'ai lu. Il expliquait en gros que Vance restait très sceptique face à ce que les chefs d'état-major, l'armée en général et Hegseth en particulier disent à Trump. Je ne sais pas si cet article est exact ou pas, mais ça a l'air plutôt crédible. Et peut-être que c'est une fuite. J'en sais rien. Peut-être qu'ils ont laissé fuiter ça pour faire croire qu'au moins quelqu'un dans l'administration disait la vérité au président. D'un autre côté, c'est peut-être juste inventé. Mais je peux très bien imaginer Vance réagir comme ça, parce que Vance semble être le seul dans l'administration à remettre en question, avec un peu de recul et de scepticisme, toute la fanfaronnade qui sort du Pentagone et surtout du président lui-même.
Donc je dirais qu'il a raison s'il remet en cause cette soi-disant opération, si on veut l'appeler comme ça, parce que c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a tout simplement aucun moyen de faire ça efficacement. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Nima? Ça veut dire que les navires, qu'ils soient cargo ou pétroliers, s'ils décident de jouer le jeu, ils vont nous prendre au mot et commencer à se déplacer en nombre. Parce que ça n'aurait aucun sens qu'ils y aillent un par un. Je veux dire, tu vas escorter un seul navire à la fois, pendant que 2000 autres attendent dehors pour partir. Là, tu rends la situation encore pire qu'elle ne l'est déjà. Donc il faut les faire bouger assez vite et il faut les faire bouger à la fois vers le nord et vers le sud, dans les deux couloirs. Et ça complique encore les choses. Par exemple, avec beaucoup moins de capacité du côté iranien et bien plus du nôtre, en 1988, si je me souviens bien, pendant l'opération Ernest Will, on avançait en gros un par un. On n'avait pas grand-chose à déplacer. On n'avait pas 2000 navires alignés au large du détroit, prêts à partir et stationnés là depuis 60 jours. Donc, logistiquement, c'est complètement insensé. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Et ils disent au peuple américain, parce que je l'entends ici, que c'est l'opération. Comment déjà, Freedom Will, ou peu importe le nom qu'ils lui donnent, et qu'on va escorter ces navires pour s'assurer qu'ils sont en sécurité pendant leur passage. Eh bien, il suffit d'un seul incident et tout s'arrête. Ils s'arrêteront, ils n'assureront plus et ils ne transporteront plus rien. Je veux dire, c'est tout ce qu'il faut. On l'a vu avec le Bridgeton pendant l'opération Ernest Will. On a réglé le problème, dégagé le navire et repris le mouvement. À ce moment-là, les Iraniens n'avaient pas la capacité d'affecter les navires qui traversaient le détroit. Il y en avait beaucoup moins d'ailleurs. Et on utilisait vraiment la puissance de feu contre leur poste de commandement et de contrôle qui se trouvait, si je me souviens bien, dans une zone pétrolière. Quand 2 vieux destroyers iraniens datant de la Seconde Guerre mondiale sont sortis, on en a coulé un. Et on s'apprêtait à larguer une bombe de 250 kilos dans la cheminée du second quand Ronald Reagan, le président, nous a rappelé. La situation aujourd'hui est très différente. Alors franchement, je ne vois pas de quoi il parle. Oui. Axios a rapporté qu'un haut responsable de l'administration Trump a déclaré que les États-Unis avaient averti l'Iran, dimanche, qu'ils allaient lancer une mission de liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, en exhortant l'Iran à ne pas entreprendre d'actions perturbatrices. Quel a été le résultat? Ce qu'on a appris hier, c'est que l'Iran a frappé 3 navires commerciaux. Et en plus de cela, le Canberra, celui que vous venez de mentionner, qu'ils appellent un navire de guerre américain, a été visé. Ils ont essayé, vous savez, de le prévenir avec 2 missiles balistiques, et le Canberra, est revenu à sa position initiale. C'est un tout petit navire, vraiment. Un très petit navire. Il faisait partie de la classe LCS. Vous vous souvenez peut-être, c'est celle que Lockheed avait construite. Et le tout premier sorti des chantiers, pour ainsi dire, s'est littéralement brisé et a coulé. Ensuite, la marine a cherché désespérément une mission pour ce type de navire, dont plusieurs avaient déjà été commandés et achetés. L'une des missions qu'ils ont trouvées, c'était l'escorte dans des zones comme celle-ci, près des côtes. Ils en ont converti plusieurs. Je crois que c'était des LCM, si je ne me trompe pas. Le Canberra en fait partie. Il s'inscrit dans une longue lignée de navires appelés Canberra. Je crois qu'il y en a eu 2 avant lui. Mais c'était des types de navires différents. Celui-ci, je crois, a été transformé en navire de guerre des mines. Donc, ça a un certain sens de le placer aux côtés de bâtiments susceptibles de heurter des mines. Mais ce n'est pas un navire de protection au sens de tir de missiles ou de puissance de feu. Il a quelques armements, mais pas grand-chose.
Oui, l'un de ces navires venait, tu sais, de Corée du Sud, et il a été touché par cette attaque. Et l'autre incident important, hier, c'était l'attaque contre Fujairah, dans la zone pétrolière des Émirats arabes unis, un site vraiment stratégique. Tu vois ce que les Émirats essaient de faire avec l'OPEP et les pays du CCG. Ils s'éloignent de tout ça. Ils veulent agir à leur manière, faire ce qu'ils ont en tête. Ils se rapprochent d'Israël, même. Ils essaient de créer des liens. Après cette attaque contre Fujairah, un responsable émirati a déclaré « L'Iran devrait se souvenir que ce sera notre 4 mai, comme le 7 octobre pour Israël. » Comme le Hamas l'a fait à Israël, ce 4 mai, c'est le nôtre. Et ils ont promis qu'ils allaient, tu vois, répondre à ce qui s'est passé. UAE speaks out of their pants. Les Émirats arabes unis parlent à tort et à travers, tout le temps. Tout le temps. La petite Sparte. On va rejoindre l'Arabie saoudite. On va vaincre les Houthis. On va les mettre à terre. On va les écraser. Quelques années plus tard, ils quittent complètement le conflit parce qu'ils se font battre. Les Émirats jouent bien en dessous de leurs prétentions, disons-le comme ça. Allez-y, essayez donc, petite Sparte. L'Iran vous balayera. Est-ce qu'ils croient vraiment que si quelque chose se passe, Israël viendra les aider? Je pense qu'il serait vraiment difficile pour Israël de faire quoi que ce soit en ce moment, parce qu'Israël est sous pression sur 3 ou 4 fronts différents. Clairement, sous pression à Gaza, sous pression en Cisjordanie et même maintenant à Jérusalem-Est, où la situation est devenue complètement folle. Et puis sous pression au maximum au Liban, où ils sont en train de perdre. Et on me dit qu'ils se préparent, encore une fois, à nous suivre dans cette direction. Franchement, on ne peut pas inventer ça. Ces gens sont fous, complètement fous. Et donc, les Émirats arabes unis sont fous aussi. C'est juste de la rhétorique. C'est juste genre, OK, je vais envoyer une bande de terroristes attaquer l'Iran. Rien que ça en dit long. Comme le répète souvent Larry Johnson, et il a raison. Les plus grands États soutenant le terrorisme dans le monde, ils sont là-bas, de l'autre côté du Golfe. Et maintenant, on pense qu'en l'appelant le Golfe arabique, ça va nous donner une sorte de légitimité supplémentaire pour cette guerre. Seigneur, franchement, si je ne voyais pas qu'il s'agit d'une vraie guerre, avec des gens qui meurent, je croirais que je regarde un dessin animé. Voici, Larry, ce que Donald Trump a déclaré il y a quelques instants avant de venir en direct avec nous. C'est incroyable. C'est comme un morceau d'acier. Personne n'osera défier le blocus. Et je pense que ça fonctionne très bien. On va voir. Je peux dire une chose. L'Iran veut conclure un accord. Ils sont très fiers. Peut-être que vous ne verrez pas de drapeau blanc, mais en réalité, c'est déjà ce qu'ils sont. Ils ont besoin d'agiter le drapeau blanc de la reddition. Au hockey, on dit oncle, non? Alors quand est-ce qu'ils vont dire oncle? J'aimerais bien savoir qui est le réalisateur du cerveau de Trump, parce que ce type fait un travail incroyable. C'est tout ce que Trump peut faire maintenant. Vraiment. C'est tout ce qu'il lui reste. Il essaie désespérément de trouver une issue. Il invente des discussions qui n'existent même pas. Il commande des négociations qui n'ont jamais eu lieu. Il invente des propos que les Iraniens n'ont jamais tenus. Il invente des scénarios complètement faux. Et il tisse une histoire qui est fausse de bout en bout. Et il pense, enfin, je suis convaincu que d'une certaine manière, son esprit fonctionne comme ça et que c'est de plus en plus agressif. Il finit par se persuader que ce qu'il dit, même de façon hésitante, est vrai. Et il vit là-dessus. Et ce qu'on voit là, c'est une catastrophe évidente. Regardez simplement ce qu'il a dit. On escorte des navires,
On fait un blocus, il ne sait même pas ce que le mot blocus veut dire. He doesn't even know what blockade means. Blockade doesn't mean to escort ships. Un blocus, ça ne veut pas dire escorter des navires. Un blocus, ça veut dire que vous gardez les navires ennemis au port. Et s'ils sortent du port, vous les détruisez. Eh bien, il a déjà détruit la marine iranienne. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Il a déjà détruit l'armée de l'air iranienne. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? La seule chose qu'il n'a pas détruite, c'est ce qui risque de lui retomber dessus, à savoir les missiles balistiques. Et ça retombera aussi sur les Émirats arabes unis et sur tout le monde si l'Iran décide de lancer une nouvelle vague. Alors je ne suis même pas sûre qu'il comprenne les termes qu'il emploie. Qui est-ce qu'il bloque, au juste? Il ne bloque pas le détroit d'Ormuz, parce que ce n'est pas son objectif. Son but déclaré, c'est de permettre aux navires de traverser le détroit dans les deux sens, vers le nord et vers le sud. Le détroit est assez étroit, donc il est difficile d'imaginer que s'il y a des hostilités, des mines suspectées et tout ça, plus d'un navire puisse passer. Peut-être deux. Si l'un monte vers le nord et l'autre descend vers le sud, l'un dans le chenal entrant, l'autre dans le chenal sortant. Là, on peut dire que deux navires traversent. Si vous parlez de blocus, ça veut dire qu'aucun navire ne passe. Si vous parlez d'escorte, ça veut dire que ceux que vous escortez pourront passer. Alors pourquoi cette confusion dans les termes? On ne fait pas un blocus quand on escorte. En 1988, on n'a jamais utilisé ce mot. Jamais. On disait qu'on escortait des navires rebattant pavillon américain, des navires koweïtiens, et on le faisait un par un. Et quand on les escortait, on mettait nos bâtiments de guerre en danger. L'un d'eux a d'ailleurs heurté une mine et a failli couler. Un autre navire a été touché, si je me souviens bien, par Saddam Hussein, qui a envoyé non pas un, mais deux missiles Exocet et les a frappés, soi-disant par erreur. Donc je ne comprends pas. Il n'utilise même pas la bonne terminologie. Il parle d'un truc qui n'existe pas, une escorte de blocus, un blocus d'escorte. Soit on escorte les navires à travers le détroit, soit on bloque le détroit. Si on le bloque, aucun navire ne passe, parce que le blocus les en empêche. Maintenant, s'il essaie de dire « je bloque et j'escorte », et ce que je bloque, c'est la capacité de l'Iran à attaquer les navires escortés, là, c'est autre chose. C'est une sorte de mélange des deux, mais je ne vois pas ça se produire. Et si jamais ça arrive, je pense qu'on verra des navires touchés et peut-être même certains couler. Pas seulement un blocus. Larry, tu as parlé de blocus, mais c'est autre chose. C'est clair que Donald Trump a la même interprétation du mot « cessez-le-feu » que Bibi Netanyahou. Ils sont faits du même bois. Ils ne savent pas ce que ce mot veut dire. It's clear that Donald Trump has the same interpretation of ceasefire as Bibi Netanyahu. They're cut from the same cloth. They don't know what the word means. Now, I know Netanyahu knows what the word means. Je sais très bien que Netanyahou comprend ce que ce mot veut dire. Et pour Bibi Netanyahou, Nima, un cessez-le-feu, ça veut dire « je peux tuer plus de gens, plus efficacement ». C'est ça que ça veut dire. Et c'est exactement ce qu'il fait au Liban en ce moment. Il ne fait pas ça à Gaza. Et Naftali Bennett, ainsi que d'autres, sont furieux contre lui parce qu'il ne le fait pas, puisque l'armée israélienne refuse de descendre dans les tunnels. Et c'est là que se trouve le Hamas maintenant. Ils sont dans ces tunnels. Et l'armée lui a clairement dit « on ne descendra pas dans ces tunnels ». Alors Bennett et les autres sont vraiment en colère contre lui parce que selon eux, il n'a pas encore terminé d'éliminer le Hamas à Gaza. Quand on regarde la situation et qu'on apprend qu'il y a plus de 30 avions ravitailleurs dans la région, avec toutes les activités qu'on observe en ce moment, on voit qu'ils déplacent les chasseurs, les avions citernes, et que les armes arrivent sur place. En mettant tout ça bout à bout,
On a l'impression qu'il se prépare à une guerre d'une dizaine de jours, peut-être 12, pas plus. Quelle est votre estimation à vous? S'il se prépare à une nouvelle phase de guerre, selon vous, combien de temps cela pourrait durer? Je pense que J.D. Vance, si l'article de l'Atlantique est exact, ou même seulement en partie exact, a raison d'être inquiet. Parce que d'après cet article, l'une de ses grandes préoccupations, c'est que nous utilisons des munitions qu'on ferait mieux de garder sous la main pour d'autres menaces plus sérieuses qu'un conflit avec l'Iran. De vraies menaces, en somme. Alors je ne sais pas trop comment interpréter tout ça. Je sais que Larry Johnson disait qu'il pense qu'Israël et les États-Unis vont lancer une nouvelle offensive majeure. C'est tout à fait possible, mais je ne suis pas sûr d'y croire. D'abord, les marchés ne réagissent pas comme il faudrait, et puis Trump n'attaque jamais sans que les marchés soient positionnés pour que ses amis puissent gagner beaucoup d'argent. Et ensuite, et sans doute plus important encore, je ne vois vraiment pas la configuration des forces, ni leur positionnement, qui rendrait une attaque très efficace, que ce soit du côté d'Israël ou des États-Unis. Bon, ils pourraient très bien décider d'attaquer quand même. Mais je pense qu'ils ont déjà prouvé à plusieurs reprises que la puissance aérienne, à elle seule, ne change pas grand-chose. Et je ne crois pas qu'ils soient assez fous pour engager des troupes terrestres en nombre. Peut-être qu'ils enverront quelques forces spéciales, mais ils se feront battre comme avant. Donc je ne suis pas sûr d'être d'accord avec Larry quand il dit qu'une attaque est imminente. Je peux me tromper. Ce gouvernement est bien assez stupide pour me donner tort, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'on assiste à beaucoup de bruit, beaucoup de menaces, et à Donald Trump qui semble très désespéré de créer assez de tension pour obtenir d'une façon ou d'une autre une concession de la part des Iraniens. Jusqu'à présent, je ne vois rien, absolument rien, qui ressemble à une concession durable qu'il aurait obtenue d'eux et qui pourrait les satisfaire en échange de ce qu'il leur rendrait. Parce qu'on sait bien ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, à mon avis, n'est pas négociable. Des choses comme « il faut que vous quittiez la région »,« il faut lever les sanctions primaires et secondaires ». Je ne pense pas qu'ils renonceront à ça. Ils préféreront perdre la vie plutôt que d'abandonner ces exigences. Je pense qu'il y a une raison derrière tout ça. C'est pour ça que l'Iran a mis ses points en avant. Vous savez, le premier et le deuxième point, ils parlent de mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Et en même temps, que les États-Unis quittent la région. Ils savent très bien que ça n'arrivera pas. Et ils savent aussi que les sanctions ne seront pas levées. C'est pour ça qu'ils les présentent comme ça. Parce que, en réalité, on revient à la situation d'avant le début de cette guerre. Et personne ne fait rien pour l'autre camp. Mais cette fois, on a la force de nos alliés, totalement sous le contrôle des Iraniens. Et nous avons, je pense, cette interview vraiment, vraiment sans précédent, si on peut dire, avec Vladimir Poutine. Il y a aussi ce voyage prévu de Donald Trump vers la première puissance mondiale que, selon moi, il va annuler. Je ne pense pas qu'il ira. Et la situation est complètement différente aujourd'hui si on regarde les alliés qui se sont alignés contre nous dans ce conflit depuis le tout début jusqu'à maintenant. Je crois qu'il est très clair que la Russie est un allié de l'Iran et qu'elle fera tout ce qu'il faut pour éviter qu'il ne s'effondre. Et il est sans doute tout aussi évident que la Chine est en colère à ce sujet et prête à en faire beaucoup, elle aussi. Je ne sais pas jusqu'où ils iront exactement. Plus de satellites au-dessus de nos têtes? Plus de soutien diplomatique? Je ne sais pas. Mais je pense que Xi Jinping l'est. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas dit il y a 6 ou 7 mois. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas même il y a 6 semaines,
Mais Xi Jinping est furieux. Il est en colère contre les États-Unis d'Amérique. Et franchement, ce n'est pas une bonne position pour nous. Quelqu'un m'a dit, il faut qu'on retrouve notre primauté. Je lui ai répondu, c'était hier. Mon gars, notre primauté, ça fait longtemps qu'on l'a perdue. Nous ne sommes plus la puissance dominante dans le monde. La Chine est la puissance numéro 1. Point final. Il n'y a pas de débat là-dessus. Venez, on peut en parler, on peut discuter des différentes dimensions du pouvoir d'État. La Chine est la puissance numéro 1 dans le monde. La seule dimension où elle n'est pas encore l'hégémonie mondiale, si on peut dire, et d'ailleurs, il n'aime pas ce mot, c'est la finance. Et Xi Jinping vient d'annoncer qu'il allait s'en emparer. Et pour moi, il ne fait aucun doute qu'il va réussir. Alors, il n'y aura plus de sanctions, ni primaires, ni secondaires. Il n'y aura plus de système bancaire. Il n'y aura plus de système SWIFT. Et à terme, il y aura sans doute plus de consortiums pétroliers, à part la Chine, la Russie et les actifs qui leur sont liés. Vous pouvez prendre notre pétrole toute la journée, ce pétrole de fracturation hydraulique qui coûte 50-60 $ à extraire. Il faut des prix comme ceux d'aujourd'hui pour en tirer un bénéfice et le sortir du sol. Et ça, Donald Trump en raffole. Il adore ça. Le bassin permien au Texas adore ça aussi, parce que maintenant, leur pétrole est rentable sur le marché mondial. Mais si le prix du baril redescend à un niveau supportable, disons en dessous de 50 $, alors là, on ne peut plus fracturer. Ce n'est plus rentable. On peut le faire, oui, mais on y laisse une fortune.